du roman historique, bonjour, nouvel épisode. Alors aujourd'hui c'est un sujet assez grave, hein, c'est Auschwitz. Donc nous avons un roman pour l'illustrer, c'est La mort est mon métier, hein, je vous en avais déjà parlé. Hein, c'est un superbe roman de Robert Merle, un auteur dont je vous ai également parlé, hein, et donc qui avait reçu le prix Goncourt pour Week-end à Woodcock, au mi-temps du XXe siècle. Donc c'est un de ses ouvrages majeurs. Hein. Donc, il a édité cet ouvrage au cours des années 50, fort peu de temps après la fin de la Seconde Guerre mondiale, et sur un sujet grave pour l'époque, c'était la Shoah. Hein. Donc c'était un épisode de la Seconde Guerre mondiale qui était un peu caché en quelque sorte, parce que les gens n'avaient pas envie de parler de ça, ni d'entendre ça. Donc son livre a été assez important, au moins pour ce qui est de cette découverte du phénomène en France, quoi. Voilà. Donc il y a beaucoup d'ouvrages qui sont parus sur la question, hein, sur la Shoah, sur la destruction du peuple juif en Europe. Il y a notamment un ouvrage très précis, c'est presque un ouvrage comptable de la question, hein, qui est célèbre, hein, d'un auteur américain, Raoul Hilberg, La destruction du peuple juif, qui est paru chez Fayard, hein, il y a quelques années. Voici, hein, donc ouvrage majeur, hein, donc c'est intéressant de le découvrir. Il y a aussi, enfin je n'ai pas tout, hein, mais notamment il y a un ouvrage intéressant aussi, c'est Guerre et extermination à l'Est, hein, de Christian Bechler, hein, donc je ne sais plus chez qui c'est paru, ça doit être un ouvrage club, hein, celui-ci. Donc le voici. Ensuite, si on s'intéresse donc à cette période, bah, ma foi, il y a également de Richard J. Evans, Le Troisième Reich, hein, donc c'est en 2 volumes, hein, donc c'est paru chez Flammarion. Voilà. Il y a également Le Troisième Reich de Mathilde Eckart et Pierre Vallot, des Français, hein, Allemagne, Troisième Reich, Histoire, Encyclopédie. Voilà, alors c'est paru, je ne sais pas, c'est un ouvrage club celui-là aussi, hein, il faut chercher. Et moi je vous ai choisi donc Auschwitz, alors qui est un ouvrage plus synthétique, hein, donc de Lawrence Rice. Donc c'est un ouvrage qui a été fait au cours d'une enquête pour la BBC, et c'est un ouvrage assez synthétique, hein, comme je vous ai dit, et qui est très bien écrit. Hein. Il y a aussi une bonne traduction, hein, parce que c'est traduit de l'anglais de Grande-Bretagne. Donc le voici. Donc je vous ai choisi des passages dedans. Je voulais également vous montrer quelques petits articles qui ont été faits sur ma revue favorite, hein, l'Histoire. Donc il y a une revue de 1998 où il y a quelques pages de statistiques, hein, pour vous donner un ordre d'idée du drame que ça a pu être au niveau démographique. C'est pour ça qu'on appelle ça la Shoah. Hein. La Shoah, ça veut dire l'anéantissement en hébreu. Hein. Voilà. Donc on a un bilan, alors c'est pas précisément à quelques dizaines de milliers de victimes prêtes, hein, mais on sait que pour ce qui est des civils et prisonniers de guerre exterminés par les nazis, on pense qu'il y a eu 3 500 000 prisonniers de guerre soviétiques, hein, qui ont été également des victimes du système concentrationnaire nazi. Les détenus dans les camps de concentration, 1 100 000 qui sont morts, hein, pour faits politiques ou faits de résistance. Hein. Les euthanasies de malades mentaux, 70 000. Les tziganes, 240 000. 34% de la population vit en Europe à la veille de la guerre. Les juifs, on pense qu'il y a eu comme victimes entre 5 100 000 et 5 800 000 et quelques. Enfin, c'est pas précisément forcément. Voilà. Donc c'était pour vous donner une idée. Donc on retrouve ça c'est dans l'Histoire. Hein. Donc c'est également très bien documenté, il y a beaucoup d'articles. Donc ça se trouve, hein, sur Internet, même ces revues relativement anciennes, hein, du XXe siècle, hein, pour le coup, où c'est bien documenté, c'est bien synthétisé. Ce sont des chercheurs, hein, qui ont publié tout ça, c'est très très bien fait. Voilà. Ensuite, dans la même revue,
Donc on a, ça c'est de 2005. Donc en 2005, il y a eu également un numéro anniversaire, un numéro spécial, le dossier Auschwitz, hein, c'est l'entrée d'Auschwitz. Et là, c'est intéressant parce qu'il nous parle de négationnisme, hein, donc ça fait la une pendant un bout de temps, le négationnisme. Alors c'est un entretien avec Henri Rousseau, directeur de l'Institut d'Histoire du Temps Présent, au CNRS. Je vais changer de lunettes. Ah non, c'est les bonnes. Voilà. Vous venez de rendre public un rapport sur le négationnisme à l'université. Faut-il encore avoir peur du négationnisme? Alors il répond, le négationnisme est un des événements essentiels dans l'antisémitisme contemporain. Il n'y a pas d'antisémitisme aujourd'hui qui ne s'exprime d'une façon ou d'une autre par une forme de négationnisme, qui ne fasse référence à la Shoah pour la nier et la minorer. Si la question posée à l'historien est « Vous sentez-vous menacé parce que des textes circulent qui remettent en cause les vérités historiques ?» je réponds « Pas une seconde. » Mais un mensonge répété devient un fait de réalité. Il est pris au sérieux par certains membres, par un certain nombre de gens pour des raisons qui tiennent à une haine latente ou exprimée à l'égard des Juifs, et en ce sens, il est évidemment dangereux. Cependant, ce qui me frappe aujourd'hui dans les textes négationnistes que j'ai pu voir, sur Internet notamment, c'est que le discours antisémite ne se cache plus. Les propos négationnistes n'ont plus besoin de justification scientifique ou d'habillage rhétorique. Voilà, donc c'était pour, ça vaut le coup de lire intégralement cet article. Hein. Donc là, on n'a pas le temps, hein, donc, parce qu'il y a d'autres choses à lire. Mais essayez de trouver ce numéro anniversaire d'Auschwitz de 2005. Hein. Ça se trouve sur Internet, hein, c'est assez facile. Voilà, c'est pareil, hein, il y a d'autres sujets dedans au niveau de la Shoah, donc c'est très très bien argumenté, très bien documenté surtout, voilà, avec des preuves hein, nettes et précises, on ne peut pas revenir dessus, c'est impossible. Voilà. Allez à Auschwitz, hein, si vous verrez, hein, on voit on voit des tas de choses hein, encore là-bas. Hein, voilà. Donc, ça c'était pour les ouvrages qui existent, il y en a beaucoup d'autres. Hein. Et je vous ai retenu également un certain nombre de passages dans ce livre hein, de Lawrence Rees. Alors, page 10, le paradis. Page 10. Travaillant à un film sur le docteur Joseph Goebbels, je me suis entretenu avec Wilfred von Hoven, qui, en sa qualité d'attaché personnel, avait travaillé en étroite collaboration avec le ministre de la Propagande de sinistre mémoire. À l'issue de notre entretien, autour d'une tasse de thé, je demandai à cet homme intelligent et charmant « Si vous pouviez résumer d'un mot votre expérience du Troisième Reich, que diriez-vous » Herr von Hoven se donna un moment de réflexion pour méditer la question. J'imaginais qu'il allait faire référence aux crimes abominables du régime, des crimes qu'il avait reconnus sans difficulté, et aux ravages que le nazisme avait opérés dans le monde. Eh bien, finit-il par dire, si l'on me demandait de résumer d'un mot mon expérience du Troisième Reich, ce serait paradis. Paradis. Cela ne correspondait à rien de ce que j'avais lu dans mes livres d'histoire. Pas plus que cela ne cadrait avec l'homme élégant et raffiné que j'avais assis face à moi. Et qui, en fait, n'avait ni l'air ni le discours que devait avoir dans mon esprit un ancien nazi. Mais paradis, comment osait-il dire une chose pareille? Comment un homme intelligent pouvait-il envisager ainsi le Troisième Reich et ses atrocités? Et comment se pouvait-il qu'au XXe siècle, la population allemande, nation cultivée au cœur de l'Europe, ait perpétré de tels crimes? Telles sont les questions qui ont germé dans mon esprit cet après-midi-là, voici de longues années, et qui ne m'ont plus quitté. 12. Antisémitisme. Sillonnant ce pays nouvellement libéré, ça c'est en 1990, hein, la Lituanie, à l'Ukraine et à la Serbie, au Bélarus, j'ai aussi découvert quelque chose de plus effrayant. Un antisémitisme virulent. Je m'étais attendu à ce qu'on me parle de haine des communistes,
Cela ne semblait que trop naturel désormais. Mais les Juifs, cela semblait d'autant plus ridicule qu'il n'y en avait plus guère de Juifs dans les pays que je visitais. Hitler et les nazis y avaient veillé. Pourtant, le vieil homme des pays baltes qui avait aidé les nazis à massacrer des Juifs en 1941 continuait de penser qu'il avait bien agi 60 ans auparavant. Et même certains de ceux qui avaient combattu les nazis gardaient des convictions antisémites. Je me souviens d'une question que me posa un ancien combattant ukrainien au cours du repas. Il s'était vaillamment battu aux côtés des partisans nationalistes ukrainiens contre les nazis et contre l'armée rouge, ce qui lui avait valu d'être persécuté. Que pensez-vous, me demanda-t-il, de cette théorie qui est d'une conspiration internationale des financiers juifs opérant depuis New York et essayant de détruire tous les gouvernements non juifs? Je le dévisageai une seconde. N'étant pas juif moi-même, je suis toujours un peu éberlué de découvrir un antisémitisme où je ne l'attends pas. Qu'en pensez-vous? Je finis par répondre du n'importe quoi. Le vieux partisan but une gorgée de vodka. Vraiment, répondit-il, c'est votre opinion. Intéressant. Page 14, confirmation du paradis. En Union soviétique, le climat de peur qui régnait sous le Staline imprégnait tout, comme jamais ce ne fut le cas en Allemagne sous Hitler, avant les derniers jours du régime. La description que me fit un ancien officier de l'armée de l'air soviétique des années 1930, où tout le monde pouvait être dénoncé comme ennemi du peuple, continue de me hanter aujourd'hui. Nul n'était à l'abri de coups frappés à la porte à minuit. On avait beau tout faire pour se conformer. On pouvait bien crier tous les slogans du monde. La hargne de Staline était telle que rien de ce que vous faisiez, disiez ou pensiez ne pouvait vous sauver si on vous mettait sur la sellette. Dans l'Allemagne nazie, en revanche, à moins d'appartenir à un groupe à risque spécifique, les juifs, les communistes, les gitans, les homosexuels, les tirs au flanc et tous les adversaires, quels qu'ils fussent du régime, on pouvait vivre sans trop de crainte. Malgré tous les travaux universitaires récents qui soulignent combien la Gestapo s'appuyait sur les dénonciations pour faire son travail. La vérité demeure que la majorité des Allemands, très certainement jusqu'au moment où l'Allemagne a commencé à perdre la guerre, se sentaient personnellement en sécurité, et si heureux qu'ils eussent voté pour Hitler s'il y eut des élections libres. En Union soviétique, au contraire, même le plus proche et le plus loyal des collègues de Staline ne pouvait dormir tranquille. Page 27, Heuss. Alors Heuss, c'est le commandant d'Auschwitz qui a inspiré le livre de Robert Merle. Alors, il change juste son nom, mais il a le même prénom. Voilà, donc page 27. Alors le 30 avril 1940, le capitaine SS Rudolf Heuss réalise une grande ambition. À 39 ans, après 6 années de service dans la SS, il avait été nommé commandant de l'un des premiers camps de concentration nazis du nouveau Reich. En ce jour de printemps, il arriva pour prendre ses nouvelles fonctions dans une petite ville qui, 8 mois plus tôt, se situait encore dans le sud-ouest de la Pologne, mais qui faisait désormais partie de la Haute-Silésie allemande. La ville s'appelait Oswiecim, en polonais, en allemand, Auschwitz. Heuss avait été promu au grade de commandant, mais le camp qu'il devait commander n'existe pas encore. Il devait en superviser la construction à partir de vieilles casernes polonaises délabrées et infestées de vermine, regroupées autour d'un terrain de dressage de chevaux à la lisière de la ville. Quant aux environs, on n'aurait guère pu imaginer région plus déprimante entre la Vistule et la Sola. Un pays plat et terne, un climat humide et malsain. En ce premier jour, personne à commencer par Rudolf Heuss n'aurait pu prévoir que ce camp, en l'espace de 5 ans, allait devenir le site du plus grand meurtre de masse que le monde eût encore connu. L'histoire du processus de décision qui conduisit à cette transformation est l'une des plus choquantes de toute l'histoire et offre de grands aperçus sur le fonctionnement de l'État nazi. Alors, page 28.
Mais la mentalité de fonctionnaires plus subalternes comme Heuss était aussi une condition préalable cruciale du crime. Si Heuss n'avait pris les choses en main sur le territoire jusqu'ici non balisé du meurtre de masse à cette échelle, jamais Auschwitz n'aurait fonctionné comme il l'a fait. À y regarder de près, Rodolphe Heuss était plutôt ordinaire. Taille moyenne, traits réguliers et cheveux bruns. Ni laid, ni vraiment beau. Il avait l'air d'un homme normal, d'un petit épicier, dirait le juriste américain Whitney Harris, qui l'interrogea à Nuremberg. D'anciens détenus polonais d'Auschwitz confirment cette impression. Ils se souviennent de lui comme d'un homme calme et mesuré. Le genre de personnage qu'on croise dans la rue sans le remarquer. Physiquement, on aurait pu imaginer personnage plus éloigné de l'image traditionnelle du monstre SS au visage rougeau et postillonnant. Et bien entendu, cela le rend d'autant plus terrifiant. Dachau, page 33. Dachau en allemand, hein. Page 33. Alors Dachau est strictement connu pour son sadisme physique. Coups de fouet et autres mauvais traitements y étaient monnaie courante. On y tuait les détenus, abattus en tentant de s'évader, disait-on alors, et l'affaire était classée. Une minorité significative des personnes expédiées à Dachau y trouvèrent la mort. Mais le vrai pouvoir du régime à Dachau réside moins dans les violences physiques, si terribles qu'elles aient été, que dans la torture mentale. Première innovation, contrairement à la règle, dans une prison normale, un détenu n'avait aucune idée de la longueur de la peine qu'il lui faudrait purger. Si dans les années 1930, la plupart des internés de Dachau furent libérés après un séjour d'un an environ, la peine pouvait être raccourcie ou rallongée au gré des caprices des autorités. Le détenu n'avait aucune échéance à laquelle se raccrocher. Il vivait dans l'incertitude permanente, ne sachant jamais si la liberté était pour demain ou le mois prochain, voire dans un an. Heuss, qui avait lui-même purgé plusieurs années de prison, sut tout de suite la force terrible de cette politique. La durée de l'internement de tous ces prisonniers politiques était indéterminée. Les internés le savaient et l'incertitude leur pesait lourdement. Pour cette seule raison, la vie dans le camp représentait pour eux une véritable torture. L'incertitude paralysait les volontés les plus fortes. Alors, ça c'est 33, page 35, capot. À Dachau fut également instauré un système de capot pratique qui devait être ensuite généralisé à tout le système concentrationnaire et jouer un rôle important dans la direction d'Auschwitz. Le mot même semble venir de l'italien capo tête. Les autorités du camp désignaient un détenu de chaque bloc ou commando de travail, et ce capot jouissait d'un pouvoir considérable sur ses co-détenus. Naturellement, il en abusait souvent, presque davantage encore que les gardiens SS. Les capots, au contact permanent des autres détenus, pouvaient, par leur arbitraire, rendre la vie intolérable à l'intérieur du camp. Mais les capots couraient eux aussi des risques s'ils ne donnaient pas satisfaction à leur maître SS. Sa tâche, expliquait Himmler, est de veiller à ce que le travail soit fait. Aussi doit-il pousser ses hommes. Dès l'instant où il ne nous donne plus satisfaction, il n'est plus un capot et devient un détenu comme les autres. Il sait qu'ils le battront à mort dès la première nuit de son retour. Alors, 37. Merci la SS. J'étais plein de reconnaissance envers la SS pour ses directives intellectuelles, confia Johannes Hasbrock, commandant d'un autre camp de concentration SS. Nous étions tous reconnaissants. Nous avions pour beaucoup connu un tel désarroi avant de rejoindre l'organisation. Nous ne comprenions pas ce qui se passait autour de nous. Tout était tellement brouillé. La SS nous apporta une série d'idées simples que nous pouvions comprendre et nous y croyions. Voilà. Alors capot nationalisé, capot allemand, page 50. Le premier détenu arrivé à Auschwitz en juin 1940 fut non pas des Polonais, mais des Allemands.
30 criminels transférés du camp de concentration de Sachsenhausen. Ils seraient les premiers capots, autrement dit, ils devaient jouer les agents de contrôle entre les SS et les détenus polonais. La vue de ces capots est la première chose qui marqua nombre des Polonais, arrivés au camp par les premiers convois. Nous les prenions tous pour des marins, rappelle Roman Trojanowski, qui avait 19 ans lorsqu'il arriva à Auschwitz dans l'été 1940. Ils portaient le béret comme des matelots, alors qu'en fait c'était des criminels. Ils étaient tous des criminels. Quand on est arrivé, il y avait des capots allemands, ils nous ont crié dessus, ils nous ont frappé à coups de matraque, raconte Wilhelm Grass. Arrivé à peu près à la même époque, quand quelqu'un descendait trop lentement du fourgon à bestiaux, il était roué de coups. Dans plusieurs cas, les détenus ont été tués sur place. J'étais terrifié. Tout le monde était terrifié. Alors, page 66, IG Farben. Là, IG Farben, c'est une firme qui existe toujours en Allemagne. Hein. Alors, IG Farben. 66. Cet intérêt manifeste de la IG Farben transforma Auschwitz, le camp secondaire, au sein du système SS, en l'un de ses éléments potentiels les plus importants. La décision de Himmler de visiter pour la première fois le camp le 1er mars 1941 est symptomatique de ce changement de statut. Dans ses mémoires et au cours de son interrogatoire après la guerre, Heuss donna un récit détaillé de cette visite au cours de laquelle Himmler lâcha la bride à sa mégalomanie. Si en novembre, il s'était montré ambitieux avec ses projets de station de recherche agricole, en mars, il perdit toute mesure. Balayant ses doutes initiaux sur l'opportunité d'une implantation de IG Farben, il annonça allègrement que le camp n'hébergerait plus 10 000 détenus, mais serait agrandi pour accueillir 30 000. Fritz Bracht, le Gauleiter de Haute-Silésie qui accompagnait Himmler, souleva des objections à ce projet d'expansion rapide. Un autre responsable local objecta que les problèmes d'assèchement n'étaient toujours pas résolus. Himmler leur répondit qu'il n'avait pas consulté des experts et résoudre des problèmes eux-mêmes. Il conclut la discussion sur ces mots. « Messieurs, le camp sera agrandi. Mes raisons sont infiniment plus importantes que vos objections. » Si docile qu'il fût envers Himmler, Heuss avait une conscience si aiguë de la difficulté de mettre en œuvre la nouvelle vision de son maître qu'il attendu de se retrouver seul en voiture avec Himmler et Erich von dem Bach-Zielewski, le chef suprême des SS et de la police dans le sud-est, pour décliner la liste de ses griefs. Il était à court de matériaux de construction, à court de personnel, le temps lui manquait, bref, il manquait de tout. Himmler réagit de manière prévisible. Je ne veux plus entendre parler de difficultés. Pour un officier SS, les difficultés, ça n'existe pas. Quand elles surviennent, sa tâche est de les régler. Comment? C'est votre affaire, pas la mienne. Ce qui est significatif dans cet échange, ce n'est pas tant la réponse de Himmler aux rouspétances de Heuss que les termes dans lesquels celui-ci puisse s'adresser au chef de la SS. Dans le système soviétique, quiconque parlait de cette façon à Staline ou Beria, le patron de la NKVD, le plus proche équivalent de Himmler à Moscou, risquait sa vie. Si étrange que cela puisse paraître à première vue, la direction nazie tolérait beaucoup plus la critique interne de ses partisans que les systèmes staliniens. Et c'est précisément pour cette raison que le Troisième Reich fut le plus dynamique des deux régimes politiques, avec des fonctionnements en bas de la chaîne de commandement libre de prendre des initiatives et d'exprimer les points de vue. Contrairement à la plupart de ceux qui commirent des crimes sous Staline, Heuss ne devait jamais agir par crainte d'un terrible châtiment s'il contestait un ordre. Il avait rejoint la SS parce qu'il adhérait profondément à la vision générale des nazis et, de ce fait, se sentait libre de critiquer les détails de sa mise en œuvre. Il était le plus puissant des subordonnés, un homme qui faisait son travail, non parce qu'il en recevait l'ordre, mais parce qu'il était convaincu de bien le faire. Alors, page 71, 5,83 millions de Polonais. Page 71.
sous le titre « Directives politico-économiques pour l'Organisation économique de l'Est ». Il déclarait que l'objectif était désormais d'utiliser des ressources de la Russie, non pas simplement pour nourrir l'armée allemande, mais aussi pour ravitailler l'Europe, sous la botte des nazis. De ce fait, quelques 30 millions d'habitants du nord de l'Union soviétique risquaient de mourir de faim. En 1941, par exemple, l'économiste allemand Helmut Meinhold de l'Institut du développement allemand à l'Est calcula que 5,83 millions de Polonais, vieillards et enfants compris, étaient en excédent par rapport aux besoins. Et l'existence même de cet excédent démographique signifiait une érosion réelle du capital. Ces hommes, en trop, ces fardeaux, Ballastexisten, étaient un gaspillage d'espace. À ce stade, les économistes n'étaient pas encore allés jusqu'au bout de leur logique et ne réclamaient pas l'extermination physique de ces Ballastexisten en Pologne. En revanche, la façon dont Staline avait résolu de semblables problèmes de surpopulation en Union soviétique ne leur avait pas échappé. Dans les années 30, en Ukraine, la déportation des kulaks, les paysans riches, et la collectivisation des autres petits paysans avaient fait près de 9 millions de morts. Une habitude, quoi, pour les régimes dictatoriaux. 76. Évasion. Alors que 2 détenus seulement réussirent à s'évader en 40, ils furent 17 en 41, et l'augmentation devait se poursuivre, passer à 173 en 42, 295 en 43 et 312 en 44. Pour empêcher ces évasions, la politique de Heuss était simple, répression brutale. Si les nazis ne parvenaient pas à capturer le fugitif, ils emprisonnaient ses parents. Ils sélectionnaient aussi 10 détenus du bloc où il avait vécu et les mettaient à mort de manière particulièrement sadique. En 1941, Roman Trojanowski échappa à 3 sélections successives après qu'on eut constaté des évasions dans son bloc. Le Lagerführer et d'autres regardaient les prisonniers dans les yeux pour faire leur choix, raconte-t-il. Naturellement, ceux qui avaient la plus mauvaise mine, ceux qui étaient les plus faibles, étaient les plus exposés. Je ne sais pas ce que j'ai pensé au cours de la sélection. Je ne voulais surtout pas le regarder dans les yeux, ça pouvait être dangereux. Tu ne penses qu'à une chose, te tenir droit pour ne pas te faire remarquer. Et quand Fritz s'arrêtait à côté de quelqu'un et le montrait du doigt, on ne savait pas bien s'il le montrait et ton cœur s'arrêtait. Trajanowski se souvient d'une sélection qui résume bien la mentalité de Karl Fritz, le Lagerführer. Au cours d'une sélection, Fritz a repéré un homme qui tremblait non loin de moi. « Pourquoi tu trembles » a-t-il demandé. Et par le truchement du traducteur, l'homme a répondu « Je tremble parce que j'ai peur. J'ai plusieurs enfants en bas âge et je veux les élever. Je ne veux pas mourir. » Et Fritz a répondu « Attention que ça ne se reproduise pas, sans quoi je t'expédie là-bas. » Il a montré du doigt la cheminée du crématorium. L'homme n'a pas compris. À cause de ce geste, Fritz a fait il a fait un pas en avant. Le traducteur est intervenu. Le Lagerführer ne t'a pas désigné, recule. Mais Fritz a dit « Laissez ». Il est sorti du rang. C'est son destin. Voilà. Charmant. Alors, page 83, la Shoah par balle. Alors, la Shoah par balle, Hans Friedrich faisait partie d'une unité d'infanterie SS employée à l'Est pour renforcer les Einsatzgruppen dans le courant d'été 1941. Ce sont des groupes d'extermination. Sa brigade opéra essentiellement en Ukraine et, à l'en croire, les Juifs qu'il venait tuer n'opposèrent aucune résistance. Ils étaient sous le choc, complètement effrayés et pétrifiés, et on pouvait donc en faire ce qu'on voulait. Ils s'étaient réfugiés dans leur destin, résignés dans leur destin. Les SS et leurs collaborateurs ukrainiens raflaient les Juifs du village et les obligeaient à se tenir debout, près d'un fossé large et profond. Ils devaient se tenir de façon à tomber dedans quand on les abattait.
Cela s'est reproduit quantité de fois. Quelqu'un devait descendre dans le fossé et vérifier consciencieusement s'ils étaient encore vivants ou non, parce qu'il y avait toujours des survivants. Et si quelqu'un n'était pas mort, mais seulement blessé, on l'achevait d'un coup de pistolet. Alors, page 82, le Zyklon B. Alors ça, c'est la Shoah par balle, hein, donc c'est au cours de l'invasion de l'Union soviétique. Donc ce sont des troupes qui tuent les juifs au pistolet, au fusil, etc. Et là, on revient donc à Auschwitz pour la mort industrielle. Parce qu'ils estimaient que c'était trop dur pour les SS quand même de tuer à la balle. Valait mieux les éloigner du sang et de ce genre de stress tout de même. Vous voyez. Alors, donc, page 92, le Zyklon B. Alors, le Zyklon B, c'est la découverte, justement, qui va leur donner de l'efficacité. La découverte décisive à Auschwitz semble s'être produite quand Heuss était absent du camp fin août ou début septembre. Fritsch, son adjoint, fut alors témoin du nouvel usage d'un produit chimique employé pour éliminer les insectes autour du camp. Des cristaux d'acide prussique, du cyanure, vendus en boîte et commercialisés sous le nom de Zyklon, ce qui veut dire c'est le cyclone, hein. Blasauer, acide prussique. Fritsch suivit alors à Auschwitz la même logique que Vellman à l'Est. Si l'on pouvait utiliser du Zyklon B pour tuer les poux, pourquoi ne pas s'en servir contre les fléaux humains? Et comme le bloc 11 était déjà le lieu d'exécution au sein du camp et que son sous-sol pouvait être hermétiquement fermé, n'est-il pas tout désigné pour mener une expérience? Voilà, avant ça, ils avaient utilisé des gaz d'échappement, hein. Donc c'était encore plus épouvantable, quoi, hein. C'était moins rapide, quoi. Voilà, donc page 100, allemand ordinaire. La question de ce que les Allemands ordinaires savaient du sort des Juifs a suscité une immense controverse. Mais l'aveu d'Ulve Strojohann, il savait que les Juifs allemands étaient envoyés dans un monde terrible, rend probablement assez bien l'état d'esprit de la plupart des Allemands à l'époque. Les Juifs n'en revenaient pas, ils le savaient. Dans les rues de Hambourg, on vendait l'équipement ménager abandonné par les familles juives. De même, un Allemand ordinaire savait qu'à l'Est, il arrivait de sales choses aux Juifs. Un rapport du SD, les renseignements SS, section dirigée par Reinhard Heydrich, venait de Franconie, dans le sud de l'Allemagne, et daté de décembre 1942, montre que les nazis eux-mêmes s'inquiétaient de l'effet sur la population de la connaissance des tueries à l'Est. À l'heure actuelle, l'un des principales causes de malaise parmi ceux qui restent attachés à l'Église et dans la population rurale tient aux nouvelles qui arrivent de Russie et font état de l'exécution et de l'extermination des Juifs. Dans ces couches de la population, ces nouvelles suscitent souvent une vive inquiétude et de fortes préoccupations. Suivant une opinion largement répandue, il n'est pas du tout certain que nous gagnerons la guerre, et si les Juifs reviennent en Allemagne, leur vengeance sera terrible. Eh oui. Alors, page 115, Pearl Harbor. Le 7 décembre 1941, les Japonais bombardent Pearl Harbor. Le 11 décembre, en tant qu'alliés des Japonais, les Allemands déclarent la guerre aux États-Unis. Pour Hitler, c'était la preuve que la juiverie internationale avait orchestré un conflit mondial dans une allocation radiodiffusée au peuple allemand. Juste après la déclaration de guerre, il déclara explicitement que les Juifs manipulaient le président Roosevelt, tout comme il manipulait son autre grand ennemi, Joseph Staline. Le lendemain, dans un discours adressé aux dirigeants nazis, Gauleiter et Reichsleiter, Hitler devait aller encore plus loin en associant le début de cette guerre mondiale à la prophétie qu'il avait prononcée dans le Reichstag le 30 janvier 1939 pour menacer les Juifs. S'il parvenait à plonger une fois de plus les nations dans une guerre mondiale, il en résulterait l'anéantissement de la race juive en Europe. Le 13 décembre 1941, Joseph Goebbels écrit dans ses carnets
Pour ce qui concerne la question juive, le Führer est résolu à donner un coup de balai. Il a prophétisé que si les Juifs provoquaient une fois de plus une guerre mondiale, ils verraient leur propre extermination. Ce n'est pas une formule creuse. La guerre mondiale est là. L'extermination des Juifs doit être la conséquence nécessaire. C'est une question qu'il convient d'aborder sans faire de sentiments. Alors, 120... Alors, la conférence de Wannsee. Alors, ça évoque la conférence de Wannsee. Donc, il y a un film qui va sortir là. Il y a une publicité dans mon journal favori, l'histoire. Hein, c'est la conférence. Donc, je pense que ça vaut le coup d'aller le voir. Moi, je ne l'ai pas vu, hein, mais j'irai. Hein, donc, ça sort le 19 avril 2023. Hein. Alors, donc 120. En attendant le 20 janvier, soit 4 jours après l'arrivée à Chelmno du premier convoi juif du ghetto de Lodz, une réunion se tint dans une villa nazie, dans une villa SS, sur les rives du Wannsee, à côté de Berlin. Le lac situé à proximité de Berlin, c'est marqué. Elle devait rester dans l'histoire comme l'étape de loin la plus importante dans l'histoire de la solution finale. Et elle ne mérite pas tout à fait ce qualificatif. L'initiative en revint à Reinhard Heydrich, qui invita les secrétaires d'État concernés à participer à une table ronde sur la question juive. Chaque invitation s'accompagnait d'une copie de l'autorisation que Göring lui avait donnée, le 31 juillet 1941, de mettre en œuvre la solution finale. Même si on l'a vu au chapitre 1, il est fort peu probable que l'expression eût en juillet le sens qu'elle devait acquérir en janvier 1942. Et détail sinistre, comme la réunion devait commencer à midi, le carton précisait également que des rafraîchissements seraient offerts. L'adresse de la réunion était Am Großen Wannsee, 56-58, une villa qui abritait autrefois les services d'Interpol, l'organisation chargée de la coopération policière internationale. Il est bon de le rappeler, tous les hommes assis à la table de conférence de Wannsee étaient des fonctionnaires de l'une des plus grandes nations d'Europe, non pas d'obscurs terroristes, alors même que leurs crimes devaient rester sans équivalent dans l'histoire criminelle du monde. Quand d'aucuns persistent à parler de criminels de bas étage sans éducation, il est tout aussi instructif de rappeler que sur les 15 personnes réunies, 8 étaient titulaires d'un doctorat. Alors, page 138, 500 Reichsmark. Les Slovaques firent valoir que séparer le soutien de famille des autres membres, le gouvernement slovaque, était une attitude peu chrétienne parce qu'après le déplacement des travailleurs juifs dans le Reich, les familles n'auraient personne pour s'occuper d'elles. Dans le souvenir de Wisliński, loin d'exprimer des soucis chrétiens, les Slovaques étaient avant tout préoccupés par des considérations financières, en pensant à la situation créée par l'envoi de travailleurs aux nazis, tandis que leurs familles restaient sans ressources. Finalement, les Slovaques suggérèrent de dédommager les Allemands des frais supportés si les familles partaient avec les hommes. La question fut tranchée à Berlin. Le gouvernement slovaque accepta de payer aux Allemands 500 Reichsmark pour chaque juif déporté, à condition qu'ils ne remissent jamais les pieds en Slovaquie et que les Allemands ne fissent valoir aucun droit sur les propriétés et autres biens laissés derrière eux. Eh oui. Les Slovaques, dont le chef d'État était un prêtre catholique, amen, payèrent donc les Allemands pour se débarrasser de leurs juifs. Magnifique. Alors, page 166, Beaune-la-Rolande. Non, ça ne nous concerne plus directement. Page 166. Alors, début août, à Beaune-la-Rolande, le bruit courut qu'on pouvait emmener les adultes. C'est après la rafle des Veldives. Alors bon, on reviendra peut-être un jour, mais pour l'instant, on ne peut pas tout voir non plus. Hein. Donc, le bruit courut qu'on pouvait emmener les adultes. Je me rappelle ma mère,
m'a cousu de l'argent dans les épaulettes de mon petit costume du dimanche. C'est un témoignage raconte Michel Muller. Avec une veste, une culotte courte, non, une culotte de golf, dont j'étais très fier. Elle a cousu l'argent dans les épaulettes du costume en me disant « Tu feras très attention ». Et le lendemain, il y a eu un rassemblement. Ils sont partis. La police française entra dans le camp. Dès qu'ils annoncèrent qu'on allait séparer les enfants de leurs parents, ce fut la confusion la plus totale, avec tous les enfants qui s'accrochaient à leur mère. Les gendarmes étaient un peu débordés, raconte Michel. Toujours pareil, des cris, des hurlements, des mômes, les gendarmes qui nous séparaient. Et Annette, c'est d'expliquer, ça s'est fait dans une très grande violence. Les policiers ont battu les femmes. Nous, les enfants, on s'accrochait à leurs vêtements. Ils nous ont aspergé d'eau. Ils ont déshabillé les femmes. Ils arrachaient leurs vêtements. On criait énormément. On pleurait. Beaucoup de cris. Et d'un coup, il y eut une très grand silence. Une mitraillette avait été installée face aux femmes et aux enfants. La menace était claire. Il y avait toute une rangée de femmes devant nous. Et nous, les enfants, on se tenait, les uns aux autres. Ma mère était au premier rang des femmes, et avec ses yeux, elle nous saluait. Elle nous faisait signe avec ses yeux, et on nous regardait. Et nous, on regardait. J'avais l'impression qu'elle nous souriait comme si elle voulait dire qu'elle allait revenir. Michel pleurait, et c'est la dernière image que j'ai d'elle. Superbe, les flics, là. Exceptionnel. Alors, page 232, médecin de la mort. On a déjà vu l'étroitesse des liens entre le programme d'euthanasie des adultes commencé dans le courant de l'automne 1939 et le personnel des camps de la mort de l'opération Reinhardt. Wirth et Stangl, pionniers des camps de la mort, commencèrent tous deux leur carrière meurtrière en aidant à tuer les handicapés. Mais ce qu'il faut noter ici, c'est que la sélection dans le programme d'euthanasie des adultes se faisait sous le contrôle de médecins et non pas de policiers. Et Auschwitz ne fit que perpétuer cette pratique. Ce lien intime était la conséquence nécessaire d'une préhistoire de la tuerie qui avait élevé l'élimination de la vie qui ne mérite pas d'être vécue au rang de devoir suprême de la médecine. En raison de cette logique perverse, les tueurs ne devaient pas s'étonner de voir un praticien comme le docteur Eberle prendre le commandement du camp de la mort de Treblinka. Lorsque Eberle prit ses fonctions, cette notion de vie indigne d'être vécue avait été naturellement étendue des handicapés physiques et mentaux aux juifs. Et pour essayer de justifier la tuerie des juifs, les médecins SS se rabattaient sur le mensonge colporté dès le début de la propagande nazie, à savoir que les juifs avaient une influence corruptrice sur le corps politique. Bien entendu, je suis médecin et je souhaite préserver la vie, expliqua Fritz Klein, un médecin nazi. Par respect de la vie humaine, je retirerai l'appendice gangréné d'un corps malade. Le juif est un appendice gangréneux dans le corps de l'humanité. Et voilà. Alors, 284, marché. Un marché, quoi. Parallèlement à cette évolution prévisible, Eichmann s'apprêtait cependant à explorer une autre voie. Le 25 avril 1944, Joël Brandt, juif de Hongrie qui était aussi un des responsables du comité d'entraide et de secours, organisation dont la mission était d'aider les juifs à échapper aux nazis, se rendit à l'hôpital Majestic à Budapest pour y rencontrer Eichmann. Brandt avait déjà eu des entrevues avec lui et d'autres officiers SS afin d'essayer de les soudoyer pour qu'ils laissent partir un certain nombre de juifs de Hongrie. Et voici qu'Eichmann lui déclara « Vous savez qui je suis ? J'étais chargé des actions dans le Reich, en Pologne, en Tchécoslovaquie. Et c'est maintenant au tour de la Hongrie. Je vous ai fait venir pour vous proposer un marché. Je suis disposé à vous vendre 1 million de juifs. Qui souhaitez-vous sauver ? Des hommes, des femmes capables de faire des enfants, des vieux, des bébés ? Essayez-vous et dites-moi. » Brandt fut naturellement surpris de l'offre de Eichmann.
Il protesta qu'on ne pouvait le mettre en position de décider qui devait vivre et qui devait mourir. Eichmann répondit: « Je ne peux pas vous vendre tous les Juifs d'Europe. En revanche, je pourrais en laisser partir 1 million. Ce sont les marchandises qui nous intéressent, pas l'argent. Allez à l'étranger, prenez contact avec vos autorités internationales et avec les alliés. Puis revenez me voir avec une offre concrète. » Magnifique. Alors, page 88, les Hongrois. Ils sont 280. Pour la majorité des Juifs de Hongrie, ce devait être le début d'un cauchemar, le passage d'une sécurité et d'une abondance relative à la prison et désespoir. Il fut plus rapide que dans tout autre pays soumis à la solution finale des nazis. Au début de mars 1944, Alice Lok-Kahana avait jusque-là mené une vie heureuse avec sa famille dans la ville de Charva, non loin de la frontière autrichienne. Elle avait le sentiment d'être gâtée par la vie. Le grand-père possédait une grande fabrique de tapis et la famille était relativement riche. Quelques semaines après l'arrivée des nazis, cependant, l'usine et leur maison devaient être cédées pour $1 à un dénommé Kruger. Peu après, comme des centaines de milliers d'autres juifs hongrois, ils furent embarqués de force à bord de trains en partance pour Auschwitz. Alors qu'avec le reste de leur famille, elle se rendait sous bonne garde à la gare de chemin de fer, Alice, 15 ans, et sa sœur Edith, 17 ans, passèrent juste devant l'ancienne maison et aperçurent M. Kruger posté à la fenêtre. « J'étais si embarrassé, raconte Alice Lok-Kahana. La scène de la sortie d'Égypte me vint à l'esprit. Et voici que Kruger nous regardait non pas avec compassion, mais avec jubilation. Le propriétaire de notre usine, de notre maison. Et en même moment, notre chien a bondi, il nous a reconnus. Il s'est mis à aboyer. Aux abords de la gare, Alice eut un sentiment plus fort encore du changement soudain et choquant qui se produisait dans leur vie. La gare avait toujours été pour moi un merveilleux souvenir parce que père avait un bureau d'affaires à Budapest et nous l'accompagnions toujours le lundi à la gare et venions l'attendre le jeudi à son retour et nous apportait toujours quelque chose. Et voici que ce lieu qu'elle associait à ce bonheur se changea en toute autre chose. Nous avons vu des trains bestiaux. J'ai dit à ma sœur, c'est une horreur, ce sont des trains bestiaux. Ils ne veulent quand même pas nous faire monter là-dedans. Grand-père ne va pas s'asseoir par terre dans un wagon à bestion. Naturellement, ce n'était pas une erreur. Ils durent monter à bord, les portes fermées ne pénétraient plus, qu'un mince filet de lumière à travers les interstices des planches. Dans l'ombre, elles devinaient leur grand-père qui essayait de s'asseoir sur les bagages, et leur mère juste à côté de lui. Il faisait très chaud, bientôt l'air devint rance, avec les odeurs de transpiration et les excréments du seau placé dans un coin. 4 jours allaient passer avant qu'ils n'arrivent à Auschwitz. À notre arrivée, poursuit Alice, j'ai dit à Edith que rien ne pouvait être pire que ce train bestiaux. Ils veulent nous faire travailler, j'en suis sûr, et pour les enfants, il y aura la meilleure nourriture. À la descente du train, alors que la rampe de Birkenau grouillait de monde, sa sœur dit à Alice de se mettre avec les enfants parce que toutes deux étaient convaincues que les enfants seraient mieux traités que les adultes. Après tout, se dirent-elles, les nazis venaient d'un pays civilisé, et Alice, qui faisait grande pour son âge, se plaça en compagnie des enfants et de leur mère. Le groupe même, bien entendu, que dans la logique de dénaturer du camp des nazis, les nazis voulaient exterminer au plus vite. Le docteur Mengele, chargé ce jour-là de la sélection sur la rampe, vit Alice, qui attendait et en fut intrigué. Était-elle une enfant exceptionnellement grande ou une jeune mère? Haben Sie Kinder? Des enfants voulut savoir Mengele. Alice, qui avait appris allemand à l'école, répondit qu'elle avait 15 ans. Mengele lui signifia de se mettre dans une autre file parmi un groupe d'adultes et d'adolescentes qui n'avaient pas été sélectionnés pour une mort immédiate. Peu après, elle fut conduite au sauna à Birkenau, où elle fut douchée et rasée, puis reçut des haillons 3 fois plus grands pour elle. Alice Lok-Kahana et sa sœur Edith comptent au nombre des 400 000 juifs hongrois et plus déportés à Auschwitz. Le pourcentage de chaque convoi sélectionné pour les
travaux forcés est variable, tantôt moins de 10%, tantôt autour de 30%. Mais la majorité des déportés étaient toujours expédiés dans les chambres à gaz. Le camp n'avait jamais connu pareille frénésie de carnage, avec plus de 320 000 morts en moins de 8 semaines. En fait, pour ce qui est des tueries au sein de l'État nazi, le seul événement comparable avec son ampleur, ce furent les premiers meurtres de Treblinka, qui coûtèrent sa place au docteur Herbert. Alors, page 348, la libération russe, 348. Capturée en 1942 par les Allemands dans l'hôpital où elle travaillait comme infirmière, elle avait été encerclée, elle avait souffert 2 années et demie de prison en voyant ses co-détenus soviétiques violés par la soldatesse allemande. Puis, en janvier 1945, elle apprit que les soldats de l'armée rouge arrivaient en grande pompe, la tête haute et chantant des chants patriotiques. Nous étions ivres de joie, exaltés. Nous pensions que la victoire était à portée de main et que nous allions reprendre une vie normale. Je brûlais de revoir ma patrie, ma famille. Puis, alors que la joie inondait son cœur à l'heure de la libération, 2 officiers de l'armée rouge l'accostèrent. L'un d'eux était ivre. Il gueula. « Comment vous avez pu vivre ici, sale pute ?» Tatiana sentit son monde s'effondrer tandis que le soldat chancelait tout en essayant de sortir son pistolet. Elle courut et essaya de se retourner, de se trouver une planque, le temps que les unités de front qui avaient libéré le camp eussent dessoulé. Mais qu'ils fussent ivres ou sobres, l'accusation portée contre elle resta claire, trahison de la mère patrie. Le crime de s'être laissé capturer par les Allemands lui valut d'être condamné à 6 ans de goulag et à l'exil à vie en Sibérie. Pavel Stankin, qui avait contre toute attente survécu à Auschwitz, dut subir un traitement similaire entre les mains de ses compatriotes. Il avait fait partie du premier contingent de 10 000 détenus soviétiques envoyés en octobre 1941 à Auschwitz pour y construire le camp de Birkenau. Au printemps suivant, alors qu'il n'était que quelques centaines à avoir survécu, il s'était enfui dans la forêt et avait fini par rejoindre les camps de l'armée rouge qui avançaient. Or, au lieu d'être accueilli à bras ouverts et autorisé à se battre jusqu'à la fin de la guerre contre les Allemands, comme il le désirait, il subit des semaines d'interrogatoire. Les enquêteurs de la Schmerz ne cessant de lui poser la même question. « Quand as-tu rejoint l'armée allemande ?» Il fut envoyé en exil intérieur dans la ville fermée de Perm, dans l'Oural, où on continua de l'interroger. J'étais convaincu 1 nuit sur 2. Admets si reconnais ça, nous savons tout, tu es un espion. Ils n'en finissaient pas de me torturer. Au bout de quelques mois partagés entre le travail de jour et les interrogatoires de nuit, Stankin fut jugé sur de fausses accusations et condamné à plusieurs années de prison. Illustration du cynisme qui présidait un système judiciaire soviétique. Les juges bâclèrent son affaire parce qu'ils avaient des places pour le théâtre ce soir-là. C'est seulement en 1953, après la mort de Staline, enfin, que Stankin fut libéré. Plus d'1 million de soldats soviétiques avaient été ainsi emprisonnés 2 fois, d'abord par les Allemands, puis par leurs compatriotes. Alors, page 453, retour au pays. Juif slovaque Walter Fried entra au pays au cours de l'été 1945. Âgé de 17 ans, il avait été interné avec sa famille dans un camp de travail en Slovaquie. Les déportations avaient été cessées en octobre 1942. En partie sous l'effet des pressions d'une fraction du gouvernement slovaque, un certain nombre de juifs avaient été gardés au pays comme main-d'œuvre forcée plutôt que livrés aux nazis. Walter était issu d'une famille relativement aisée. Son père possédait un restaurant et un taxi dans la ville de Topolany. Et jusqu'en 1939, ils n'avaient eu aucun problème avec leurs voisins. Ils firent partie de la petite minorité qui y rentra. Sur les 3200 juifs qui comptaient la ville, avant la guerre, 10% seulement devaient revenir. À leur retour, cependant, ils trouvèrent une chose qu'ils n'auraient jamais imaginée, la haine. Leur appartement était occupé, et quand ils essayèrent de le récupérer, son locataire refusa de partir. Il en alla de même avec leur restaurant.
Le nouveau patron leur expliqua que sous l'occupation soviétique, le commerce était maintenant nationalisé. Comme cela, lui qui payait le loyer, il était là légitimement. Voilà. Alors, la famille Fried crut alors à une planche de salut. Le père de Walter avait de bons amis, des chrétiens, à qui il avait demandé de cacher leur or, leurs bijoux et leur argent avant qu'ils ne fussent déportés. C'est alors qu'en toute confiance, ils allèrent les récupérer. Ils retrouvèrent leurs amis à déjeuner. Dans un premier temps, la conversation resta guindée. Puis le père de Walter se décida à aborder la question qui occupait tous les esprits. Nous vous avons laissé un petit paquet. Vous savez exactement ce qu'il contenait? Il y avait de l'or, des diamants et de l'argent. Mais leurs amis avaient d'autres souvenirs. En effet, les Fried leur avaient laissé des affaires, mais ce n'était que quelques habits. Ils étaient trop heureux maintenant de leur restituer les habits en question. Mais nous avions confié de l'or et des diamants, protesta le père de Walter désespéré. En vain, jamais, ils ne récupérèrent leur objet de valeur. Super de revenir au pays. Page 376, comptable d'Auschwitz. Alors là, c'est un fonctionnaire SS qui parle. Voilà, c'est son témoignage. Qui était comptable à Auschwitz. C'est le comptable d'Auschwitz. Vers la fin de sa vie, Oskar Gröning est décidé de parler franchement de son passage à Auschwitz. Les circonstances qui lui ont inspiré ce revirement ne laissent pas d'intriguer. Après la guerre, il commença avec passion une collection de timbres et rejoignit un club de philatélistes. Lors d'une réunion plus de 40 ans après la guerre, il se mit à bavarder de politique avec son voisin. N'est-il pas terrible, dit celui-ci, que le gouvernement actuel déclare illégal de dire quoi que ce soit contre la tuerie des Juifs à Auschwitz, et d'expliquer à Gröning qu'il était inconcevable qu'on ait pu brûler tant de corps en ajoutant que le volume de gaz censé avoir été utilisé aurait tué tous les êtres vivants du voisinage. C'est le négationnisme qui entre en jeu là. Gröning se garda bien de contredire son interlocuteur ce jour-là. Plus tard, cependant, il se procura une brochure négationniste que lui avait recommandé son camarade philatéliste. Il y ajouta son commentaire ironique et la lui posta. C'est alors qu'il se mit à recevoir des coups de fil d'inconnus, niant qu'Auschwitz ait jamais servi à gazer des masses de gens comme il l'affirmait. Il se trouve que sa dénonciation des négationnistes avait été imprimée dans un magazine néo-nazi. Et 90% des appels et lettres anonymes qu'il reçut venaient de gens qui essayaient de prouver que ce que j'ai vu de mes yeux, ce que j'ai vu à Auschwitz n'était qu'une grosse méprise, une gigantesque hallucination de ma part, parce qu'il ne s'est rien passé. Animé désormais du désir de dénoncer ceux qui niaient ce dont il avait personnellement été témoin, Gröning commença par raconter sa vie pour les siens, puis accepta finalement d'être interviewé par la BBC. À 80 ans, bien sonné, il n'a qu'un message très simple à adresser aux négationnistes. Je voudrais que vous me croyiez. J'ai vu les chambres à gaz, j'ai vu les crématoires, j'ai vu les feux en plein air, et j'étais sur la rampe au moment des sélections. Je voudrais que vous croyiez que ces atrocités se sont produites, parce que j'étais là. Alors, page 378, les chiffres. Alors c'est un rappel. Suivant les estimations, 1 300 000 personnes furent acheminées à Auschwitz et 1 100 000 y sont mortes. Parmi elles se trouvait 1 million de juifs. Le chiffre est renversant et il a son importance pour ceux qui s'obstinent à suivre la ligne communiste et à parler de tous les morts collectivement comme de victimes du fascisme. Il ne faut jamais oublier que plus de 90% de ceux qui ont perdu la vie à Auschwitz sont morts pour le seul crime, aux yeux des nazis, d'être nés juifs. Voilà, donc on va passer au roman lui-même. Alors là, j'ai fait plus court. Donc, je vous ai sélectionné quelques passages. Alors, la mort est mon métier. Alors, la préface, page 3. Alors,
il y a eu sous le nazisme des centaines, des milliers de Rodolphe Lang. Alors il a changé le nom de Eus à Lang. Moraux à l'intérieur de l'immoralité, consciencieux sans conscience, petits cadres que leur sérieux et leur mérite portaient aux plus hauts emplois. Tout ce que Rodolphe fit, il le fit non pas par méchanceté, mais au nom de l'impératif catégorique, par fidélité au chef, par soumission à l'ordre, par respect pour l'État, bref, en homme de devoir. Et c'est en cela justement qu'il est monstrueux. Robert Merle, avril 1972, c'est pour une deuxième édition. Il a édité en 1952, je crois, première édition. Voilà. Alors, page 65, Herr Rittermeister, capitaine de cavalerie. Il se redressa sur ses oreillers, c'est à l'hôpital. Ses cheveux brillèrent. Il cria dans la direction de la porte « Bonjour, mon trésor !» C'est pendant la Première Guerre mondiale, hein, c'est un blessé, c'est un officier blessé. Je me retournai, parce que le protagoniste principal, Rodolphe, il fait infirmier, parce qu'il est très jeune. La petite infirmière blonde qui le soignait était là. J'allais me laver les mains à la bobo de la chambre, et je l'aidais à défaire les pansements du Rittermeister. L'opération dura un bon moment, et pendant tout ce temps, le Rittermeister, qui paraissait vraiment insensible à la douleur, ne cessa de rire et de plaisanter. Finalement, l'infirmière se mit à l'enrouler de nouveau dans ses bandes comme une momie. Il lui releva le visage de sa main pensée, et il lui demanda d'un ton mi-sérieux, mi-plaisant, quand elle allait se décider, Herrgott, à coucher enfin avec lui. Mais je ne veux pas, Herr Rittermeister, dit-elle. Comment cela, dit-il en la regardant d'un air goguenard. Est-ce que je ne vous plais pas? Dors, dors. Si, Herr Rittermeister, dit-elle en riant. Vous êtes un très bel homme. Puis elle ajouta d'un air tout à fait sérieux, mais c'est un péché. Ach was, dit-il d'un air fâché. Un péché, quelle bêtise. Il ne desserra plus les dents jusqu'à la fin. Quand elle fut sortie, il se tourna vers moi et d'un air furieux. « Tu l'as entendu, Rodolphe? Quelle petite sotte, avoir de si beaux nichons et croire encore au péché. Herrgott, les péchés, quelle sottise. Voilà ce que tous ces foutus pfaffen, les curés, leur mettent dans la tête, des péchés. Voilà comment on trompe nos beaux Allemands. Ces cochons-là leur collent des péchés et nos beaux Allemands leur collent leur argent. Et plus ces poux leur sucent le sang et plus nos Dummkopf sont contents. Des poux, Rudolf, des poux, pires que les juifs. Je voudrais les tenir tous dans ma main, Herrgott. Ils passeraient un mauvais quart d'heure, les péchés. Vous êtes à peine né, ça y est. Vous en avez déjà un, à genoux dès la naissance. Voilà comment ils vous abrutissent, nos bons Allemands, par la peur. Et ces pauvres idiots sont devenus si lâches qu'ils n'osent même plus baiser. Au lieu de cela, ils se traînent à genoux, ces idiots. Ils prient. Ils se frappent la poitrine. Pardon, Seigneur, pardon, Seigneur. Il donnait une imitation si plaisante d'un fidèle battant sa coupe que pendant un quart de seconde, je crus voir Père sous mes yeux. Oui, parce qu'il a un père très rigide et très chrétien. Et voilà, donc ça l'a beaucoup marqué. Et donc ce Rittermeister, il l'admire, quoi. Donc ça va avoir une influence sur la suite de sa vie. Alors, page 96, tuer toutes les puces. Après la guerre, dit Suleiman, à l'heure de la sieste, nous éliminerons les Arabes exactement comme nous avons éliminé nos sujets arméniens. S'il fait la guerre alors il s'engage dans l'armée allemande à 15 ans, à 16 ans, quoi. Et vers 1917, il est envoyé en Turquie pour faire la guerre avec les Turcs. Hein. Ce sont des alliés, hein, des Allemands à l'époque. Et voilà, il est en Palestine. Et pour la même raison.
alors, il faut supprimer, comme les Arméniens, les Arabes, dit l'officier turc. Même sous la tente, l'éclat du soleil était insoutenable. Je me soulevai sur mon coude et aussitôt les paumes de mes mains devinrent moites. Pour quelle raison? Suleiman dit très vite et d'un ton doctoral, il n'y a pas de place en Turquie pour les Arabes et les Turcs. Et il s'assit en tailleur et se mit tout d'un coup à sourire. C'est ce que nos gros commandants essaient de faire comprendre hier à votre lieutenant von Richterbach. Heureusement, votre lieutenant ne comprend pas le turc. Il fit une pause, car il n'aurait absolument pas compris que le village rebelle s'étant prudemment évanoui, on liquidait tout bonnement le village arabe le plus proche. Parce qu'il y a des Arabes qui se sont révoltés, mais ils sont partis hein, par peur, ils ont liquidé un autre village. Je le regardais béant. Il se mit à rire, d'un rire aigu, féminin. Ses épaules sautaient convulsivement. Il balançait son torse d'avant en arrière, et quand il revenait en avant, il frappait le sol de ses deux mains. Il se calma peu à peu, alluma une cigarette, souffla la fumée longuement par le nez et dit « Voilà à quoi ça sert d'être un bon interprète. » Il reprit au bout d'un moment « Mais ce village était innocent ?» Il secoua la tête. « Mein Lieber, mon cher, vous ne comprenez pas, ce village était arabe, il n'était donc pas innocent. » Il découvrit ses dents blanches. « Savez-vous, c'est intéressant, mais votre objection, on l'a faite autrefois. Dans ces circonstances similaires à notre prophète Mahomet. » Il enleva la cigarette de ses lèvres, son visage changea, et il dit d'un ton grave et dévot, « La paix d'Allah soit avec lui. » Puis il reprit. Et notre prophète Mahomet a répondu, « Si tu es piqué par une puce, est-ce que tu ne tueras pas toutes? Tu ne les tueras pas toutes. » Enfin, il oublie que Mahomet était arabe. Détail. Alors, page 138, les corps francs. Vers la mi-novembre, Rosbach nous dit que les Baltekumer nous faisaient l'honneur de nous appeler à leur secours. Puis il fit une pause et nous demanda si nous était égal d'être considérés comme des rebelles par des messieurs en redingote. Il y eut des rires, et Rosbach dit qu'il n'obligeait personne et que ceux qui le voulaient pouvaient rester. Personne ne put pas. Rosbach nous regarda et ses yeux bleus étincelaient de vérité. C'est juste après la défaite, hein. Donc il s'engage dans les corps francs pour aller combattre dans les pays baltes contre les bolcheviks. On se mit en route et le gouvernement allemand envoyait un détachement de l'armée pour nous arrêter. Mais le détachement avait été mal choisi. Il se joignit à nous. Peu de temps après, le premier engagement eut lieu. Des troupes lituaniennes se portèrent à notre rencontre. En moins d'une heure, on les balaya. Le soir, on campa en terre lituanienne et on chanta « Nous sommes les derniers hommes allemands à être restés devant l'ennemi ». C'était le chant des Baltikumer. On savait les paroles depuis plusieurs mois. Mais ce soir-là, pour la première fois, on se sentit en droit de les chanter. Quelques jours plus tard, le détachement Rosbach, s'ouvrant un chemin dans les troupes lettonnes, délivra la garnison allemande encerclée dans Torrensberg. Mais aussitôt après, la retraite commença. La neige se mit à tomber sans arrêt sur les steppes et les marais de Courlande. Un vent glacial souffla. On se battait nuit et jour. Et je ne sais pas ce que le lieutenant von Richterbach aurait pensé à nous voir traiter les Lettons exactement comme les Turcs avaient traité les Arabes. On incendia les villages, on pilla les fermes, on abattait les arbres, on ne faisait pas de différence entre les civils et les soldats, entre les hommes et les femmes, entre les adultes et les enfants. Tout ce qui était Letton était voué à la mort. Quand on avait pris une ferme, on massacrait les habitants, on entassait les cadavres dans les puits, on jetait des grenades par-dessus, puis le soir, on sortait tout l'immeuble dans la cour de la ferme, on en faisait un feu de joie et la flamme s'élevait haute et claire sur la neige. Sympa.
Alors, page 169. SA. 169. Il approcha, il marcha d'un pas lourd presque en tanguant. Quand il fut à 2 mètres de moi, 2 jeunes gens se détachèrent du groupe et sans dire un mot, m'encadrèrent. Donc il va voir un groupe de nazis pour pouvoir s'engager dans la SA, puisqu'il a résolu, il a décidé de faire cet engagement. Freddy, dit l'homme trapu. Le jeune homme brun claqua des talons. Jawohl, Herr Obersturmführer. Formulaire. Freddy lui tendit le formulaire de l'Obersturmführer. L'Obersturmführer le saisit dans son énorme poing et posa dessus l'index de l'autre main. Langue. Je me mis au garde à vous et je dis Jawohl, Herr Obersturmführer. Son doigt court, boudiné, carré du bout, parcourut les lignes du formulaire. Puis il leva la tête et me regarda. Les boursouflures de ses yeux ne laissaient qu'une mince fente à ses yeux. Il avait l'air lourd et endormi. Où travaillez-vous? Chantier Lingenfelser. Un de vos camarades du chantier est-il inscrit au parti? Un, je crois. Vous n'en êtes pas sûr? Non. Cependant, il lit le Volkischer Beobachter, le journal de Paradise. Comment s'appelle-t-il? Siebert. Le Obersturmführer se tourna vers Freddy. Il ne tourna pas le cou, mais tout le buste, comme si son cou avait été soudé à ses épaules. Vérifie. Freddy s'assit à une table et consulta un fichier. Le Obersturmführer reposa son index boudiné sur le formulaire. Turquie? Ja, Herr Obersturmführer. Avec qui? Herr Rittermeister Günther. Freddy se leva. Sieber est inscrit. L'index boudiné sauta plusieurs lignes. Ah, les corps francs. Et tout d'un coup, il n'eut plus l'air endormi. Avec qui? Oberleutnant Rosbach. L'Obersturmführer sourit. Ses yeux se mirent à briller. Dans leur fente, il avança sa lèvre d'un air gourmand. Baltique, Ruhr, Haute-Silésie, tous les trois. Voilà. Donc ça y est, il est dans les SA, et de les SA, il ira bien sûr à la SS. Page 226. Page 226, parce que la plupart des SS ont été, dans un premier temps, recrutés chez les SA. Alors, le Reichsführer fixa ses yeux impassibles sur un point de l'espace, un peu au-dessus de ma tête. Il reprit comme s'il disait « Obersturmführer, j'ai eu l'occasion de me former une opinion sur vous en relation avec votre activité SS. Je suis heureux de vous dire que cette opinion est favorable. Vous êtes calme, modeste, positif. Vous ne vous mettez pas en avant, mais vous laissez des résultats parler pour vous. Vous obéissez ponctuellement et dans la marge qui vous est laissée. Vous êtes capable d'initiative et d'organisation. J'ai particulièrement apprécié à cet égard les dossiers que vous m'avez envoyés sur vos hommes. Ils témoignent d'une véritable unitie allemande. Il articula avec force. Votre point fort, c'est la pratique. Il abaissa son regard sur moi et ajouta « Je suis heureux de vous dire que votre expérience de la vie de prison peut être utile à SS. » Ses yeux se fixèrent de nouveau au-dessus de ma tête et sans hésitation, sans arrêt, sans jamais chercher un seul mot, il reprit. Le parti est en train de mettre au point, dans différentes parties de l'Allemagne, des camps de concentration qui ont pour but de régénérer les criminels par le travail. Dans ces camps, nous serons également contraints d'enfermer les ennemis de l'État national-socialiste afin de les protéger contre l'indignation de leurs concitoyens. Là aussi, le but sera avant tout éducatif. Il s'agit par la vertu d'une vie simple, active, disciplinée, d'éduquer et de redresser les esprits. Je me propose, reprit-il, de vous confier un poste de début dans l'administration du Konzentrationslager, le camp de concentration, de Dachau. Vous recevrez le traitement correspondant à votre grade ainsi que diverses indemnités. Vous serez en outre logé, chauffé et nourri. Votre famille vous accompagnera. Il fait une pause. Une vie de famille vraiment allemande
me paraît être un élément précieux de stabilité morale pour toute SS, occupant dans un camp de concentration un poste administratif. Il me regarda. Cependant, vous ne devez pas considérer ceci comme un ordre, mais seulement comme une proposition. Il vous appartient de l'accepter ou de la refuser. Je pense personnellement que c'est dans un poste de ce genre que votre expérience de prisonnier et les qualités qui vous sont propres seront les plus utiles au parti. Toutefois, en raison des services rendus, je vous laisse le choix de présenter d'autres vœux. Il acceptera. Voilà. Alors, Auschwitz, cette fois-ci, page 135. 235, pardon. Page 235. Okay. La Pologne, comme on s'y attendait, fut rapidement liquidée, puis la guerre s'endormit le printemps 1940. Arriva, on parlait de plus en plus d'offensives foudroyantes, et le Führer prononça au début mai au Reichstag un important discours. Il déclara que maintenant que la Pologne avait cessé d'exister et que Danzig avait fait retour à la mère patrie, les démocraties n'avaient plus aucune raison de ne pas chercher avec le Reich un règlement pacifique des problèmes de l'Europe. Si elles ne le faisaient pas, c'est que leurs maîtres juifs s'y opposaient. La conclusion était claire, la juiverie internationale avait cru le moment favorable pour dresser contre le Reich une coalition et entreprendre un règlement de compte définitif avec le national-socialisme. De son combat, l'Allemagne était contrainte une fois de plus de jouer son destin. Mais les démocraties et la juiverie internationale se trompaient lourdement. Si elles pensaient que la honte de 1918 se répéterait jamais. Le Troisième Reich entreprenait la lutte avec une volonté inflexible et le Führer déclarait solennellement que les ennemis de l'État national-socialiste seraient vite et durement châtiés. Quant aux Juifs, partout où ce serait possible et partout où nous les rencontrerions sur notre route, ils seraient exterminés. 3 jours après ce discours, je reçus le Reichsführer SS, l'ordre de me rendre en Pologne et de transformer un ancien casernement d'artilleurs polonais en camp de concentration. Ce nouveau camp de concentration devait s'appeler Auschwitz, du nom du bourg le plus proche. Je décidai qu'Elsie, sa femme, et les enfants resteraient pour le moment à Dachau. Et je partis avec l'Obersturmführer Seltzer et l'Obscharführer Benz et un chauffeur. J'arrivai à Auschwitz au milieu de la nuit. Je couchais dans une maison réquisitionnée. Le lendemain, je visitais l'ancien camp. Il était situé environ à 3 km du bourg. Mais le camp de concentration devait s'étendre beaucoup plus loin que les casernes des artilleurs polonais et devait comprendre également un autre lager, un autre camp, enfermé dans une enceinte distincte, près de la localité de Birkenau. Autour des 2 camps, une vaste zone d'une superficie de 8000 hectares avait été expropriée pour être soumise à une culture intensive ou recevoir des installations industrielles. Alors, page 229, la mort industrielle. Finalement, je décidai que le jour de la visite de Himmler, les Scharführer entreraient avec les Juifs dans la salle de douche et leur distribueraient des petits pains de savon. Je donnai l'ordre, en même temps, au Delmeister de répandre la nouvelle dans le vestiaire pendant que les détenus se déshabillaient. Je n'ignorais pas, en effet, que pour les détenus, le petit bout de savon était un trésor inestimable et je comptais là-dessus pour les appâter. Le stratagème eut plein succès. Dès que Himmler fut arrivé, les Scharführer traversèrent la foule avec de grandes bottes de carton. Les Dolmetscher crièrent l'annonce dans le haut-parleur. Il y eut un murmure de contentement, le déshabillage se fit dans un temps record, et tous les Juifs, avec un empressement joyeux, se précipitèrent dans la chambre à gaz. Les Scharführer sortirent un à un et se comptèrent. Et Pink referma la lourde porte de chêne sur le convoi.
Je demandai au Reichsführer s'il désirait jeter un coup d'œil par le hublot. Il inclina la tête, je m'écartai, et en même temps, et au même moment, les cris et les coups sourds contre les murs commencèrent. Himmler regarda sa montre, fit de l'ombre sur le verre avec sa main, et regarda un beau moment. Son visage était impassible. Quand il eut fini, il fit signe aux officiers de le suivre, de sa suite, qu'il pouvait voir. Après cela, je le conduisis dans la cour du crémat, et je lui montrai les cheminées en béton par lesquelles les cristaux venaient d'être jetés. La suite de Himmler nous rejoignit. J'entraînai le groupe à la chaufferie, et je continuai mes explications. Au bout d'un moment, une sonnerie stridente retentit, et je dis « C'est Pic qui demande le ventilateur, Herr Reichsführer. Le gazage est fini. » Le préposé abaissa une manette, un ronflement sourd et puissant ébranla l'air, et Himmler regarda de nouveau sa montre. On regagnait la chambre à gaz. Je montais au groupe les colonnes de tôle perforées, sans oublier de mentionner que c'était à Pic que je les devais. Des détenus du Sonderkommando, chaussés de hautes bottes de caoutchouc, dirigeaient de puissants jets d'eau sur les grappes de cadavres. J'en expliquai la raison à Himmler. Derrière mon dos, un officier de sa suite chuchota d'une voix moqueuse « Eh bien, on leur donne quand même une douche, après tout. » Il y eut 2 ou 3 rires étouffés. Himmler ne tourna pas la tête et son visage resta impassible. On remarqua au rez-de-chaussée et on remonta au rez-de-chaussée, on gagna la salle des fours. L'ascenseur numéro 2 arrivait au même moment. La grille s'ouvrit automatiquement et les détenus du Sonder commencèrent à placer les corps sur les chariots. Ceux-ci passèrent ensuite devant un commando qui récupérait les bagues, un commando de coiffeur qui coupait les cheveux et un commando de dentiste qui arrachait les dents en or. Un 4e commando enfournait les corps. Himmler observait toute l'opération, phase après phase, sans dire un mot. Il marqua un temps d'arrêt un peu plus long devant les dentistes. Leur dextérité était remarquable. Alors, la mort... Page 337, repas en famille. Il laissa traîner la fin de sa phrase. On se leva et on alla au salon prendre le café. Le café était du vrai café qu'Hagman avait reçu de France et dont il avait donné un paquet à Elsie. Extraordinaire, dit Kellner. C'est un collègue à lui, qui vient de Berlin. Vous vivez vraiment comme des coqs en pâte à Auschwitz. La vie des camps a du bon. Si seulement il n'y avait pas... Il eut une moue d'égoutter toute cette laideur. Il tournait sa cuillère dans sa tasse et d'un air absorbé. Voilà le gros inconvénient des camps, la laideur. Je me faisais cette réflexion ce matin, Lang, quand vous me montriez l'action spéciale de tous ces juifs. Et il dit vivement, excusez-moi, Herr Standartenführer, Elsie voudrais-tu aller chercher des liqueurs? Elsie me regarda d'un air étonné, se leva et passa dans la salle à manger. Kellner ne leva pas la tête. Il tournait toujours sa cuillère. Elsie laissa la porte vitrée à demi ouverte derrière elle. Comme ils sont laids, continua Kellner, les yeux fixés sur sa tâche. Je les ai bien regardés quand ils sont entrés dans la chambre à gaz. Quel spectacle, quelle nudité, les femmes surtout. Je le fixais désespérément, il ne levait pas les yeux. Et ces enfants, si maigres, à leur petit visage de singe, gros comme mon poing. Quelle anatomie. Vraiment, ils étaient affreux. Et quand le gaz a commencé, je regardais Kellner et je regardais la porte, éperdu. La sueur coulait le long de mon flanc. Je n'arrivais pas à parler. Quelle posture ignoble, reprit-il, en tournant lentement et machinalement la cuillère. Un tableau de Bruegel, vraiment. Rien que pour être si laid, il mérite la mort. Et pensez, il eut un petit sourire, pensez qu'ils sentent encore plus mauvais après la mort que de leur vivant. J'eus un geste d'une audace inouïe. Je lui touchai le genou.
Il sursauta. Je me penchai vivement, et lui montrai de la tête la porte ouverte, et je dis très vite et dans un souffle, « Elle ne sait rien ». Il ouvrit la bouche et resta un moment en suspens, la cuillère au bout des doigts, stupéfait. Il y eut un silence, et ce silence était pire que tout. « Bruegel, reprit-il d'une voix fausse. Connaissez-vous Bruegel, Land? Pas Bruegel le vieux, non, ni l'autre, mais Bruegel d'enfer, comme on l'appelait, précisément parce qu'il peignait l'enfer. » Plutôt parlant comme scène. Alors, page 441, c'est le dernier extrait, voix de femme. On écouta encore un moment en silence, puis elle tourna la tête, me regarda, et se fit comme si elle se souvenait tout d'un coup qui j'étais. L'horreur envahit de nouveau ses traits, et elle se rencogna contre la porte. Je dis au prix d'un énorme effort, « Écoute, Elsie, il faut que tu comprennes. Ce sont seulement des inaptes, et on n'a pas de nourriture pour tout le monde. Il vaut mieux pour eux. » Ses yeux durs, implacables, étaient fixés sur moi. Je poursuivis, et traitai ainsi, que les laisser mourir de faim. Voilà donc, dit-elle à voix basse, ce que tu t'as imaginé. Mais ce n'est pas moi, je n'y suis pour rien. C'est un ordre. Elle dit avec mépris. Qui aurait pu donner un ordre pareil? Le Reichsführer. L'angoisse me serra le cœur. Une fois de plus, je le trahissais. Le Reichsführer, dit Elsie. Ses lèvres se mirent à trembler. Et elle dit d'une voix éteinte, un homme vers qui les enfants allaient avec tant de confiance. Elle balbutia. Mais pourquoi? Je levai les épaules. Tu ne peux pas comprendre. Ces questions-là t'échappent complètement. Les Juifs sont nos pires ennemis. Tu le sais bien. Ce sont eux qui ont déclenché la guerre. Si nous ne les liquidons pas maintenant, ce sont eux, plus tard, qui extermineront le peuple allemand. Mais c'est stupide, dit-elle avec une vivacité inouïe. Comment pourrait-il nous exterminer puisque nous allons gagner la guerre? Je la regardais béant. Je n'avais jamais réfléchi à cela. Je ne savais plus que penser. Je détournai la tête et je dis au bout d'un moment, c'est un ordre. Mais tu pouvais demander une autre mission. Je dis vivement, je l'ai fait. J'étais volontaire pour le front. Tu te souviens, le Reichsführer n'a pas voulu. Eh bien, dit-elle à voix basse, avec une incroyable violence, il fallait refuser d'obéir. Je criai presque, Elsie! Et pendant une seconde, je fus incapable de trouver mes mots. Mais dis-je, la gorge serrée, mais Elsie, ce que tu dis là, c'est contraire à l'honneur. Et ce que tu fais, un soldat refusait d'obéir, et d'ailleurs, ça n'aurait rien changé. On m'aurait dégradé, torturé, fusillé. Et toi, qu'est-ce que tu serais devenu? Et les enfants? Ah, dit Elsie, tout. Je l'interrompis. Mais cela n'aurait servi à rien. Si j'avais refusé d'obéir, quelqu'un d'autre l'aurait fait à ma place. Ses yeux étincelèrent. Oui, mais toi, dit-elle, toi, tu ne l'aurais pas fait. Voilà, c'est le mot de la fin. Donc son livre très intéressant, c'est un roman qui n'est pas très long, hein, ça fait 370 pages, quoi, et en poche. Et donc c'est très bien écrit, c'est du Robert Merle. Hein. Et puis cet ouvrage est magnifique, hein, ça vaut le coup de le lire dans son intégralité. Hein. Et puis vous avez tous les autres ouvrages sur la question. Il y a moyen de se documenter, de comprendre, de lire, de s'instruire, de se cultiver, au lieu de nier les choses sans rien connaître ni comprendre. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine à tous et je vous dis à très bientôt.